Bonjour à tous, merci de venir échanger sur le sujet de la finance avec nos invités. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez peut-être entendu Heidi dire la finance, déjà c'est un des gestes que l'on peut faire, c'est de bien choisir où on met son argent. Ça va être un peu le thème de notre table ronde. Alors j'ai avec moi la chance d'avoir trois invités. Donc Clémence Lacharme de Carbone 4. Alors vous, Clémence, l'empreinte carbone de la finance, c'est votre cœur de métier. Avec moi également Victor Jumet et Frédéric Sel qui viennent des Hauts-de-France, qui nous font l'amitié de venir jusqu'à Paris pour témoigner de qu'est-ce que l'on peut faire avec de la finance qui est plutôt verte, la finance saine. Alors, on va peut-être commencer, on va alterner dans cette table ronde à la fois de la pédagogie, un peu de théorie et de pédagogie, et des illustrations extrêmement concrètes. Alors, je vais commencer avec vous, Clémence, en vous demandant, est-ce que la finance, ça sent vraiment le charbon ? Ce qu'on entend parfois que l'empreinte carbone de la finance, c'est encore pire que l'empreinte carbone des entreprises. Ça peut paraître un peu compliqué à comprendre. Donc voilà, ça sent quoi l'argent ? On dit que ça n'a pas d'odeur, mais c'est vrai, ça sent le charbon. Qu'est-ce qu'il faut penser ? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'argent, il travaille en permanence, ça on le sait, et il va travailler sur des objets, des entreprises, des projets qui, eux, sont réels et ont une réalité physique. Et tout comme on réalise des empreintes carbone pour les entreprises, on va le faire également pour des acteurs financiers. Reste à savoir qu'est-ce qu'on regarde concrètement. Et alors, je ne sais pas si vous avez fait de la comptabilité carbone. Promis, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça. C'est un peu comme de la comptabilité financière, en fait. On va regarder quels sont ce qu'on appelle les sous-jacents, ce qui va constituer les financements des acteurs financiers. Et donc, quand on va regarder une banque, par exemple, on va regarder qu'est-ce que la banque finance. Et donc, en général, les acteurs financiers, ils ont deux moyens de financer. Soit ils détiennent de l'argent et ils vont l'investir dans les marchés financiers. Et donc là, on peut regarder les actions, les obligations dans lesquelles ils vont investir. Ces actions et ces obligations, c'est rattaché à des entreprises. Ces entreprises, elles ont une empreinte carbone. Et donc le métier que nous, on va avoir à Carbone 4, ça va être de reconnecter les empreintes carbone des entreprises aux banques qui les financent. L'autre levier de financement, ça va être quand les banques vont prêter de l'argent, et donc ça va être au travers des crédits. Crédit aux entreprises, crédit aux particuliers également. Et donc les banques ont là aussi un rôle à jouer pour décider à qui elles vont prêter l'argent, à qui elles vont allouer l'argent qui va ensuite travailler et être destiné aux entreprises. Il faut savoir que l'empreinte carbone des acteurs financiers, c'est pas si vieux que ça. Moi, je suis à Carbone 4 depuis 2015, année de la COP 21, l'accord de Paris, et c'est un peu l'année de bascule dans le secteur financier. Avant, on considérait que les acteurs financiers, finalement, n'avaient pas d'empreinte carbone. On disait que la finance était neutre, que l'argent circulait, mais que les acteurs financiers n'avaient pas de responsabilité, finalement, de là où allait l'argent. Alors que, je pense qu'on peut se le dire entre nous, il y a bien une décision et il y a bien un rôle des acteurs financiers de décider à qui ils prêtent de l'argent et à qu'est-ce qu'ils vont financer. Et donc, il y a eu cette bascule à ce moment-là où la finance suisse neutre, finalement, a réalisé qu'elle avait un impact. Et à partir de ce moment-là, on a développé toutes les méthodologies de calcul des émissions des portefeuilles d'investissement et de financement. Il faut aussi avoir en tête que la finance, elle a un rôle positif. Il n'y a pas que l'odeur du charbon qu'on va sentir, bien qu'aujourd'hui, on sait, il y a des banques, et je vous ramène là vers les publications de Oxfam, Reclaim Finance, et aussi des ONG internationales, qui démontrent que toutes les banques ne se valent pas. Et donc, quand on va nous loger l'argent en tant que particulier, mais aussi en tant qu'entreprise auprès d'une banque, d'une façon un peu simplifiée, quelque part, on lui donne l'autorisation aussi de pouvoir placer cet argent.
et de l'utiliser comme elle le veut. Alors, c'est très simplifié. S'il y a des experts dans la salle, j'espère qu'ils me pardonneront cette simplification. Mais on a un geste citoyen. C'est déjà une première action de déposer son argent dans une banque. Et donc, les banques vont plus ou moins investir dans des secteurs fossiles, le charbon, l'oil and gas. Et donc, ça, c'est des secteurs qui vont contribuer au réchauffement climatique. Et donc, elles vont avoir des empreintes carbone plus importantes que les banques qui ont mis des vétos à financer ces secteurs-là. Donc, je vous parlais aussi de contribution à la transition, et ça, je pense que c'est important. Les banques peuvent choisir aussi de financer des secteurs de la transition. Et donc, on peut avoir d'autres indicateurs qui vont nous permettre de regarder à quel point les acteurs financiers contribuent à cette transition. On va parler d'émissions évitées, on peut parler de parts vertes, puisque peut-être que vous le savez, en Europe, on a maintenant la taxonomie verte européenne qui nous permet de dire ce secteur est vert ou ce secteur n'est pas vert. Et donc ça donne aussi une autre indication. Et donc là, on peut se dire, l'argent peut aussi contribuer, notre argent peut aussi contribuer à financer la transition. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez des questions? Ce n'est pas forcément des concepts simples, donc peut-être avant d'avancer un peu plus loin, ça va? Pas de réaction? Super. Voilà, c'était un petit peu théorique, mais je pense que c'était important que Clémence commence comme ça à bien poser certains concepts. Maintenant vous vous dites, c'est très bien tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut être comme projet? Et c'est là que donc Frédéric et Victor vont pouvoir témoigner de ce qu'ils font. Je vous ai dit que nos deux intervenants venaient de la région Hauts-de-France. C'est une région où il y a une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie et de la région pour développer la troisième révolution industrielle. Alors, ils en parleront beaucoup mieux que moi, hein, donc je dis juste ça. Et le crédit coopératif, dans cette notion de traçabilité, de transparence, de à quoi peut servir l'argent, a développé des produits d'épargne qui sont proposés aux épargnants particuliers, entreprises, associations, pour flécher vraiment de façon transparente l'argent. Aujourd'hui, il y a 36 millions à peu près sur ces produits de placement vert. Et donc, je vais laisser en premier Victor, qui est donc président de Voe, et vous vous présentez comme développeur de boucles énergétiques. Et qu'est-ce que ça veut dire, développeur de boucles énergétiques, et qu'est-ce que vous faites avec la finance verte? Eh ben donc, je vais revenir quand j'étais petit. Je voulais sauver le monde. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études d'ingénieur. Et donc, j'étais un bébé ingénieur. J'ai dit, tiens, je vais travailler dans les énergies renouvelables, dans l'enveloppe. Et je me suis mis à faire des calculs. Et donc, des calculs thermiques, des calculs de dimensionnement de chaufferie bois, de photovoltaïque. Et donc, je travaillais avec uniquement des spécialistes, des gens engagés qui avaient envie finalement d'aller dans les énergies renouvelables. Et au bout de la région, même si elle est grande, les gens moteurs, il n'y en avait pas beaucoup. Et au bout de 5-6 ans, on avait fait le tour, on avait fait tous les projets qui étaient intéressants. Et donc du coup, on a eu un changement où on a été voir des maîtres d'ouvrage peut-être un peu moins engagés qui ont commencé à me parler de temps de retour sur investissement, de coûts, et puis surtout qui me disaient qu'ils n'avaient pas la capacité à investir en plus dans les énergies renouvelables pour parfois des bonnes raisons d'incapacité à vendre leurs biens plus cher, parce qu'aujourd'hui la valeur verte elle n'est pas encore valorisée. C'est-à-dire c'est pas parce que vous mettez plus d'isolant ou que vous mettez des panneaux photovoltaïques que vous allez pouvoir vendre plus cher votre bien. C'est pas encore fait. Et un jour, un promoteur me dit, alors que je lui avais fait 10 fois les calculs de rentabilité, lui démontrant que c'est la solution avec des énergies renouvelables, elle était rentable, il me dit, Victor, si tu m'embêtes, si tu veux, t'as qu'à la financer, toi, la chaufferie. Et donc, j'ai été voir la banque et j'ai dit, voilà, on a un projet. Ce projet, on va devenir propriétaire de
de système de production d'énergie, ce qui va permettre finalement aux promoteurs de faire une économie. Et cette économie, il va la mettre dans l'enveloppe. Donc au lieu d'avoir du double vitrage avec un petit peu d'isolant, eh ben, il va pouvoir se payer du triple vitrage. Et moi, je vais vendre de la chaleur, un peu comme le font les gros opérateurs sur des réseaux de chaleur. Eh ben, nous, on va le faire sur des toutes petites opérations. Et donc, on a été finalement mobiliser des investisseurs, des banques, en leur présentant ce projet, en disant on souhaiterait devenir propriétaire de système de production d'énergie. Et cette chaleur, elle va être donc décarbonée et elle va permettre finalement à l'occupant d'acheter ses bureaux, ses logements de manière ISO par rapport à une opération classique et finalement de bénéficier non seulement d'une chaleur renouvelable, mais aussi d'un contrat global qui va intégrer les coûts d'exploitation, qui va intégrer finalement l'approche globale que nous, à la base, quand on était ingénieur, quand on faisait des calculs de retour sur investissement, on n'arrivait pas à justifier parce que derrière, on ne savait pas dire si c'était X euros ou Y euros qu'on allait qu'on allait dépenser. Donc voilà, donc la boucle locale, les opérateurs énergétiques, c'est ni plus ni moins qu'un investisseur qui va exploiter finalement le système de production de chaleur. Alors, c'était pas tout à fait fini. On a développé beaucoup de biomasse, donc de chaufferie bois, et on achetait du granulé. Et en région de France, il n'y avait pas de fabrication de granulé et il n'y avait pas de forêt. Et donc, on s'est dit, on va fabriquer notre granulé à partir d'une ressource qui est fortement présente, qui est le déchet de bois. Et donc, on a mis en place une technologie pour collecter les bois. Alors, les bois A, les déchets de bois A, c'est tout ce qui est palette, par exemple, qu'on va broyer, on va faire du granulé. Donc, on collecte sur un territoire de 50 km le bois dans notre unité de granulation. On fabrique du granulé et ce granulé, il alimente les chaufferies qu'on exploite. Donc, les fonds REV 3, ils nous accompagnent à la fois sur la partie production de l'unité de granulation, mais aussi sur les investissements dans les chaufferies qui vont derrière chauffer des bureaux, des logements. Merci Victor. Donc c'est vraiment quelque chose de à la fois bien pour la planète, on va dire, et également très ancré dans l'économie locale, vraiment un projet territorial. Alors, je pense que Frédéric, vous allez également nous parler de projets territoriaux. Vous êtes directrice générale, j'ai dit, de CD2E, donc qui est un pôle d'excellence régionale vers les éco-activités et l'accompagnement vers la transition écologique de l'économie régionale. Donc vous, j'imagine que vous avez une vision beaucoup plus diversifiée, vous voyez plein de projets. Alors vous n'allez pas pouvoir nous parler de tous parce qu'autrement on va se faire mettre dehors de la salle. Vous avez prévu un petit focus sur 1 ou 2 projets. Donc est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de comment vous voyez les choses de la fenêtre de ce pôle d'excellence ? Alors, je vais peut-être préciser ce que vous avez dit tout à l'heure sur le livret, en fait, REV 3. Donc, c'est un livret d'économie dans lequel les gens choisissent de placer leur argent, en fait, et vous êtes une des banques qui avait décidé, en fait, d'être dépositaire de REV 3. C'est important parce qu'effectivement, dans le territoire, on sait qu'on peut compter sur des moyens, en fait, des épargnants locaux qui ont effectivement décidé que leur argent serait routé vers un livret particulier. Donc, c'est quand même ça, le livret REV 3. Et je voulais dire que c'était vraiment, pour le coup, et la région de France et, en fait, la CCI qui a mis en place ça. Alors, ou tout autre épargnant qui serait aujourd'hui dans la salle, qui n'a rien à voir avec la région Hauts-de-France, mais qui serait emballé par vos projets. Exactement. Mais en tout cas, là-bas, il s'appelle REV 3 parce qu'effectivement, ils sont routés sur des fonds particuliers. Alors, pour le coup, pour revenir sur l'action qui est menée je vais revenir par le CD2E. Et le CD2E, c'est plus de 260 adhérents. Alors, mon Victor, en fait, qui est à côté de moi, il est au bureau du CD2E et il est un ancien, pour le coup, très ancien adhérent du
du CD2E, donc vous voyez, il y a une cohérence. On ne savait pas tous les deux, enfin, on l'a su C'était quand pas on s'est prévu, vu. je l'ai appris a posteriori que nos deux intervenants se connaissaient très bien. Oui, on se connaît très bien. Alors, vous voyez, l'opération dont il a parlé, qu'il a faite, je l'ai construite quand j'avais dirigé une entreprise de construction bois. Donc, vous voyez, et maintenant, je dirige autre chose, mais il a d'autres fonctions aussi, en fait, là-dessus. Donc, on se connaît depuis anciennement très longtemps et on a travaillé ensemble. Alors, peut-être quelques mots quand même sur ce qu'est le CD2E et pour que vous compreniez un petit peu la place qu'on prend, en fait, dans le développement économique territorial et comment on peut permettre, grâce à ce travail, de mobiliser, en fait, les acteurs vers les questions de finances vertes. J'ai envie de dire finances vertes, un peu ça, comme ça, nous, on l'appelle chez nous. Alors, le CD2E, c'est l'accélérateur de la transition écologique en Hauts-de-France. C'est une structure qui a plus de 22 ans et qui travaille, en fait, sur 3 sujets, en fait, qui sont le bâtiment durable, les énergies renouvelables, l'économie circulaire et un sujet transversal qui sont les achats publics durables. Alors, dans les actions que mène le CD2E, en fait, on a une vocation à accompagner l'ensemble des acteurs sur le développement, en fait, de la transition écologique dans ces secteurs, en fait, que je viens de citer. Alors, vous retrouvez, en fait, chez nous, en fait, les entreprises de bâtiments, évidemment, qu'on accompagne dans leur transformation. Hein. Tout à l'heure, j'ai évoqué avec Victor une grande entreprise régionale qui est en train de faire l'ensemble de son plan de transformation vers de la rénovation durable. Et je dirais comment financièrement. On accompagne aussi, en fait, les collectivités, les établissements publics, à la fois pour leur patrimoine, mais aussi pour ce qu'elles mènent comme action sur le territoire, afin d'accompagner, en fait, les particuliers et les autres acteurs. Et puis on accompagne aussi, en fait, les bailleurs et les promoteurs, en fait, dans la transformation, en fait, des logements ou dans la construction pour ce qui concerne les promoteurs. Donc le travail ce travail-là, il se fait notamment aussi en accompagnant les filières, parce que vous le savez, quand en fait on est sur des filières durables, ce sont des filières économiques qui n'ont pas en fait aujourd'hui de taille critique, et ces tailles critiques, il faut évidemment en fait les accompagner par des montées en charge en fait sur les volumes. Voilà, donc dans les choses que nous menons, c'est que nous accompagnons les développements. Vous avez compris qu'en fait, on travaille différents types d'acteurs, mais que ces acteurs sont complémentaires, qu'ils soient des entreprises ou qu'ils soient des bailleurs ou des collectivités. Ils se situent sur un même territoire, ils ont des enjeux similaires et ils vont chercher les uns et les autres à un moment donné à coopérer, et ils vont se trouver au CD2E en fait pour avoir des solutions, pour à un moment donné dire tiens, une solution peut-être que je vais construire avec Voé, avec Victor, mais je vais aussi en fait avoir un bailleur qui va être intéressé pour monter ça sur un territoire et qui va pouvoir en fait en discuter dans ces lieux. Donc il y a une connexion en fait qui se fait à la fois chez nous, et puis si on regarde l'aspect financier, c'est aussi en fait par nous, j'ai envie de dire le CD2E, par les moyens qu'on a pu avoir dans le livret vert, qu'on a pu avoir, qui nous ont permis de travailler avec eux sur je ne sais pas si c'est là que vous voulez que je passe. En fait, on peut le passer là. Comme vous voulez. Donc, nous, au CD2E, pour accompagner les acteurs, ce matin, en fait, vous savez, vous avez beaucoup entendu parler de l'inaction, comment, en fait, on met les gens en mouvement. Nous, on croit que écouter, voir, toucher, et puis mettre les gens en action, ça passe à la fois par de la formation et par des lieux de démonstration. Et le CD2E, il a 3 démonstrateurs qui nous permettent, en fait, de mettre les gens en situation d'action, qui créent de l'émotion, en fait, qui créent de l'action. Et ces démonstrateurs, il y en a un qui s'appelle l'UniWatt, qui est sur les énergies renouvelables. Il est essentiellement sur le photovoltaïque et la chaleur thermique. En fait, c'est le plus grand démonstrateur d'Europe sur les panneaux photovoltaïques, qui fait la taille de 2 terrains de foot. Vous avez un deuxième démonstrateur qui est une maison en fait, qui fait 300 mètres carrés, qui a été rénovée et dans lequel on a instrumenté les murs qui ont été rénovés, dans lequel on a mis en fait, des éléments biosourcés. Et vous avez en fait un troisième démonstrateur qui s'appelle Bâticité, qui est un démonstrateur qui permet, vous pouvez le passer, en fait, de voir effectivement les enjeux de la transition écologique et qui permet effectivement d'avoir des éléments de mur, de formation sur le bâtiment et sur ce qu'il faut faire pour passer au bâtiment de demain. Donc là, vous avez en fait... Alors, on est sur une base minière. Tout à l'heure, vous parliez de charbon, en fait. Hein. Comment, en fait, on passe du charbon, en fait, au durable? Et bien, nous, concrètement, on est dans un lieu où on fait passer du noir au vert, puisque dans ce lieu, en fait, chaque année, il y a plus de 2000 personnes qui viennent chez nous pour se former, en fait, sur la transition écologique. Vous le voyez, c'est une visite immersive dans laquelle vous retrouvez, en fait, des écrans où il y a nombreux éléments de formation. Ici, on est dans l'espace prise de conscience en fait, de ce que sont les solutions, en fait, les problèmes de la transition écologique dans notre secteur. Ici, vous êtes sur la partie en fait, dans laquelle vous avez toutes les solutions existantes pour rénover et construire durable en fait, sur nos sujets. Et
voyez, ce lieu, il a été financé grâce en fait au livret Rêve3. Je fais enfin le lien en fait sur le sujet, en fait, avec le Crédit Coopératif, qui est vraiment notre banque principale, notre partenaire. Et je pense qu'on ne travaille pas avec n'importe quelle banque. Crédit Coopératif, c'est notre banque depuis l'initiale du CD2E. On pense que c'est effectivement, il y a une cohérence en fait à ce qu'on travaille avec des banques qui partagent les mêmes enjeux que nous, qui sont avec des structures. Vous voyez, elles financent aussi aujourd'hui des gens qui sont nos adhérents et qui étaient partie prenante en fait de la démarche. Et effectivement, notre dynamique à nous, si on n'avait pas en fait des moyens comme cela et des emprunts en fait qui nous ont été permis par ces acteurs-là, on n'est pas, si vous voulez, une société, on est une association. Eh bien, on n'aurait pas pu le faire. CD2E, c'est 33 personnes, 3,1 millions en fait d'activités en fait au CD2E, dont un peu plus d'1,5 million en fait en chiffre d'affaires. Effectivement, l'appui en fait du livret Rêve3, c'était vraiment extrêmement important pour pouvoir financer notre dynamique. Merci à tous les deux. Donc voilà, des illustrations très concrètes, même une petite vidéo, c'est toujours parlant de voir en image ce qui est fait. Et donc j'ai l'impression que ça conforte ce que vous disiez, Clémence, au début de la discussion, c'est que on peut effectivement, avec la finance, avoir un levier vertueux pour faire évoluer l'économie. Donc peut-être qu'est-ce que ça vous inspire, les témoignages de Frédéric et Victor, et est-ce que on pourrait aller jusqu'à dire, j'espère que vous allez me dire oui, que la finance, c'est un levier que chacun a entre les mains? Ou alors, est-ce que c'est une histoire de gros épargnants, voire d'entreprises qui manipulent des millions d'euros? Ou est-ce que c'est dès le départ, finalement, on a 10 euros sur son livret A ou 50 euros sur son compte courant et que déjà, on peut se dire, est-ce que je préfère financer des énergies fossiles ou est-ce que ça me fait un peu plus rêver la boucle énergétique qui recycle en local des palettes de bois, le démonstrateur où il y avait les terrils au fond, puis on voit ce qu'on peut devenir un territoire beaucoup plus sympa après. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, le fait qu'on ait une traçabilité possible entre l'argent qui est mobilisé dans le livret. Donc en gros, c'est comme si nous, on avait tous mis de l'argent dans le livret. Cet argent, on sait qu'il est dépensé pour financer l'entreprise et les différents projets d'un territoire. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte dans la salle, mais c'est extrêmement rare en fait. Si on regarde les autres types de collecte d'épargne, les livrets A, les livrets LDDS, une partie sert à financer la CDC, qui va financer du logement social, financer les territoires, et l'autre partie est conservée par les banques, à peu près, simplifions, 50-50. J'ai interrogé beaucoup de banques pour savoir à quoi servait cet argent du livret A et du livret LDDS. Eh bien, elles sont bien incapables de nous dire à quoi sert concrètement cet argent. Qu'est-ce que ça finance concrètement? Et déjà, là, ce que je trouve essentiel, c'est qu'on a vraiment une traçabilité et c'est un peu, moi, l'image que j'aime bien donner de la finance en circuit court. On a de l'argent qui est collecté en France sur un territoire potentiellement et qui va venir alimenter ce même territoire. On ne va pas passer par des financements sur les marchés, dans des entreprises cotées. Et donc cette traçabilité, je trouve que c'est assez remarquable et c'est important de souligner que c'est quelque chose de beaucoup trop rare encore aujourd'hui pour, entre guillemets, pour que les épargnants en fait, se rendent compte de à quoi sert leur argent. Donc c'est la transparence qui permettrait de passer à l'échelle sur la finance à impact. Oui, puisque quand on est épargnant ou quand on va mettre de l'argent même sur un compte en banque, on ne sait pas à quoi ça sert. Il y a plusieurs raisons. C'est qu'on n'a pas forcément le temps, nous, pour savoir comment investir, comment placer notre argent. Et c'est un métier. C'est pour ça qu'il y a des banques. C'est ça. C'est plus la banque comme dans les westerns où il y a plein de petites banques. On sait exactement qui finance quoi. C'est ça. Donc, on a quelque part délégué notre responsabilité aux banques, mais on l'a peut-être un peu trop délégué dans le sens où on a fait très confiance, on fait trop confiance et les banques, finalement, ont
ont un peu masqué. Alors, volontairement, involontairement, on a aussi un système de régulation financière qui est censé protéger les épargnants, mais au final, ça peut un peu ressembler à des boîtes noires et on a non seulement plus l'information, mais en plus, les banques sont aujourd'hui en grande difficulté pour nous donner cette information. Et donc, ça sous-entend, je pense, aussi une nécessité, donc des deux côtés, même, je vais dire, de trois côtés. D'une part, que les banques améliorent la transparence. Ce type de livret, il existe, et donc c'est possible de financer, de tracer les financements sur un territoire au niveau des entreprises, et de remonter aussi les données d'impact, de remonter l'empreinte carbone et les données réellement à quoi ça sert. Donc, une meilleure transparence au niveau des institutions financières. Et le deuxième levier que je pense qui est important, c'est au niveau des épargnants, au niveau des citoyens et des citoyennes, se ressaisir. Le premier passage à l'action, c'est souvent s'informer. Alors s'informer, on peut penser que c'est passif, mais pas du tout, c'est s'informer et être capable de comprendre concrètement c'est quoi le circuit de l'argent. On a eu beaucoup trop tendance à mettre l'argent et se dire ça n'a pas d'impact, ça a le même impact que la consommation qu'on a au quotidien. Vous prenez l'avion, ça a un impact, mais vous laissez votre argent dormir, vous pensez dormir, mais vous laissez votre argent dans une banque, il a aussi un impact. Donc tout comme on fait des choix de manger bio, local, on peut faire un choix aussi de savoir où est-ce qu'on veut placer notre argent. Et le troisième levier, je pense, qui est important, n'oublions pas le régulateur, l'État, qui a aussi son rôle à jouer dans la transparisation, dans la demande de rendre plus transparents en fait, les comptes des banques. On a une réglementation qui s'améliore d'année en année, mais on n'y est pas encore aujourd'hui. On ne demande pas du tout aux banques d'être transparentes à ce point-là. Et donc, il faut que le régulateur aille un cran plus loin. Et il faut que le régulateur aussi aide les citoyens à se former. Et ça, je pense qu'au niveau des écoles, au niveau de notre cursus de formation, on a complètement abandonné la sensibilisation, l'explication justement de ce circuit de l'argent. Moi, j'ai fait des études scientifiques et à aucun moment dans mon éducation, on m'a dit comment circulait l'argent. Alors, ceux qui ont fait des études économiques ont certainement eu cette chance, mais finalement, c'est une petite partie de la population et c'est surtout, est-ce qu'il faut avoir fait des études supérieures? Est-ce qu'il faut un bac plus 5 pour comprendre comment circule l'argent? Et je pense que c'est vraiment un droit fondamental que tout citoyen, toute citoyenne sache comment est mobilisé l'argent et que l'État, du coup, met à disposition des citoyens ces informations-là. Merci Clémence. Vous, Frédéric, comment pensez-vous qu'on puisse passer à une autre échelle sur la finance verte et donc via la finance verte sur ces projets? Bon, on était en région Hauts-de-France, mais il faudrait faire ça partout. Et même dans votre région où ça existe déjà, passer encore à une autre échelle. Enfin, on a vu ce matin qu'il était urgent de faire des choses. Donc, vous, comment pensez-vous que ce circuit vert de l'argent peut prendre de l'ampleur? Voilà. Qu'est-ce que vous nous conseillerez? Alors, pour que l'argent et que le circuit fonctionne, il faut qu'il y ait des actions. En fait, il y en ait de plus en plus et que des entreprises comme celle de Victor puissent se développer. Pour qu'elles puissent se développer, il faut aussi qu'il y ait de plus en plus d'actions vertueuses sur ces sujets-là. Alors, je vais vous parler de ce que je connais moi, puisque le reste, c'est d'autres qui le font. Si je parle par exemple du bâtiment durable, c'est de procéder de plus en plus à de la rénovation durable et à la construction durable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, essayer de mettre en place, en fait, dans les territoires, des dispositifs d'accompagnement qui nous permettent de massifier et de faire baisser les coûts en fait, de la rénovation. Parce que, vous le savez, en fait, la rénovation, ça reste un vrai sujet pour des questions financières, que ce soit pour les personnes en individuel ou pour les collectivités, parce qu'en fait, on passe son temps en fait, à faire des opérations qui sont uniques. Et ces opérations uniques, ben justement, elles ne permettent pas de faire des économies d'échelle. Donc il y a une dimension d'économie d'échelle. Nous, en région Hauts-de-France, on a commencé à travailler sur un dispositif qui s'appelle le hors-site rénovation et qui devrait nous permettre, là on attend une réponse d'un programme européen qui s'appelle Life Low Carb, qui doit nous amener 24 millions d'euros le 17 de ce mois. Donc on espère bien en être bénéficiaire avec la région de France, puisqu'elle est portée par la région de France, l'Union régionale de l'habitat, le CD2E qui est pilote de la dynamique technique sur ça.
ça nous permettra de caractériser les bâtiments et de se dire est-ce qu'on peut les rénover par l'extérieur avec des systèmes qui soient des systèmes vertueux, durables. En fait, évidemment, on ne va pas le faire avec la structure métallique et puis de la laine de verre. Excusez-moi s'il y a des vendeurs de laine de verre, je ne suis pas le premier adepte de ce sujet-là. Nous, on essaie de développer des filières durables. Par exemple, je vais vous parler du chanvre, je vais vous parler du lin. On peut aussi faire de la laine de bois, qui est une technique plus courante, mais en tout cas, notre objectif, c'est de développer des techniques qui sont dans le territoire. Et on a une usine de lin, vous voyez, qui est en train de s'installer à Bourbourg, en fait, sur ce sujet. Et que dans la démarche qui est en train d'être menée, effectivement, si on arrive en fait à faire ce travail-là, ça va donner des volumes. Si on arrive à faire ce travail-là aussi, vous savez que quand on fait de la rénovation par l'extérieur, ça existe déjà, ça s'appelle Energy Sprong. Enfin, il y a eu un système qui s'appelait Energy Sprong. Nous, on va le travailler avec de l'IA. Aujourd'hui, on parle de technologie aussi. On va le travailler avec de l'IA et on va essayer, vous voyez, quand on voit un mur comme celui-là, on peut le rénover en faisant un mur, en faisant une empreinte standard, en fait, en faisant un plan. On peut aussi le faire avec quelques, comme du Lego, avec quelques modules qui vont être le module A, B ou C, qui pourra servir sur une autre maison et sur un autre endroit. Et ça permet d'industrialiser, de faire des volumes importants et de pouvoir payer moins cher en fait la rénovation. Et ça, en fait, le travail qu'on va mener, il va permettre non pas d'être fait uniquement par des gens qui auraient des grosses usines et qui pourraient faire ça, mais dans les territoires, des petits fabricants pourront aussi faire ce genre de choses et de faire des volumes sur ces sujets en fait, en essayant de faire baisser les coûts. Et en travaillant, nous, en fait, sur la question de la ressource, l'URH veut négocier des prix, en fait, voyez, avec des grands donneurs d'ordre sur les produits pour que ceux qui feront dans les territoires puissent travailler là-dessus. Parce que ce matin, ça a été un peu dit. Comment on fait pour mobiliser les acteurs? On passe son temps à parler de sobriété, etc. Moi, je vais vous parler de rénovation. Vous savez ce que c'est de la rénovation? C'est moins de factures. C'est pour les gens de la chaleur. C'est l'été en fait des bâtiments qui sont supportables, c'est du travail dans les territoires, en fait d'une économie dans laquelle on fait travailler les gens. Et donc je pense qu'une des choses qu'on a oubliées, parce qu'on parle de finances, la fierté aussi d'habiter dans un habitat, fierté d'habiter dans un rénové, habitat, mais il faut entendre que quand même il y a des bénéfices en fait dans ce qu'on fait en fait dans la transition écologique qui souvent sont pas beaucoup mis en exergue et qui pour moi sont certainement dans l'acceptabilité sociale. En fait, c'est un gros mot pour dire que les gens acceptent la transition comme étant quelque chose de positif. Moi, je crois que je ne suis pas sûre d'avoir sauvé le monde avec ce que je fais au CD2E, mais je suis sûre qu'en fait, il y aura des gens qui auront plus chaud, moins froid, qui auront plus chaud l'hiver, moins froid l'été, moins chaud l'été, et qui seront en fait dans des situations où ils auront une facture moindre. Et on essaye en fait de travailler là-dessus et on développe des filières et des gens dans les territoires qui sont capables de le faire. Et là, justement, le travail qu'on mène, il va permettre de faire émerger en fait un certain nombre d'entreprises qui pourront, grâce à ça, en fait, bénéficier de finances durables en fait, sur ces sujets. Je pense que, si vous voulez, il y a une chaîne en fait, à créer pour que tout ça puisse exister. Parce que, moi, je le dis souvent, on ne crée pas de l'emploi. On remplace des emplois en fait, qui étaient moins vertueux par d'autres qui le sont plus. Alors, avec toute la difficulté qu'on peut avoir, avec toutes les normes qu'on nous impose, parce que je peux vous assurer qu'il y a de la résistance en ligne auprès des acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Je ne vais pas dire de nom, mais en tout cas, clairement, en fait, on est en difficulté sur beaucoup de produits en fait, pour réussir à avoir les ATEX, pour réussir à ce que ça puisse se mettre en œuvre facilement. Mais on perdure et on y arrive parce que ces entreprises, elles naissent. Elles sont en train aujourd'hui de faire des volumes, elles sont en train de s'industrialiser. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et puis, je vais vous donner un exemple en fait, de comment en fait, on met de la finance verte et comment on crée des volumes. L'année dernière, on a développé le pacte bois biosourcé. C'est un pacte d'action qu'on fait avec Fibois Hauts-de-France et le CD2E, dans lequel on a été mobilisé 21 bailleurs de la région, c'est-à-dire à peu près 80% de ce qui représente les logements sociaux dans la région. Et nous, on en a beaucoup en fait en région Hauts-de-France. Vous voyez le territoire où j'habite, enfin pas où j'habite, où je loge le CD2E, il a 70% de logements sociaux. Ça vous parle? Voilà. Donc quand on rénove en fait avec ces gens-là, ça veut dire qu'on rénove des très grands ensembles en fait du territoire et on a une action très porteuse. Il y a même une action qui s'appelait l'ERBM, c'est l'action de rénovation du bassin minier où des millions d'euros ont été mis par l'État parce que justement il y avait de l'urgence en fait dans les logements miniers. Eh bien le travail qu'on a mené avec ça, c'est qu'on a permis en fait aux acteurs de dire moi je vais faire en fait de la transition écologique en fait avec des bâtiments durables en rénovation et en construction. Ces 28 acteurs, 21 bailleurs, plus des promoteurs, plus 2 collectivités, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille, ils ont choisi en fait de prendre comme engagement de 10 à 40% de la rénovation qu'ils vont faire dans les 5 ans et de 10 à 40% de la construction qu'ils vont faire dans les 5 ans sera en bois et avec des isolants biosourcés. Ce qui fait des volumes, ce qui fait
pour ces acteurs-là au minimum 550 000 m² en fait, de travaux. Et on a constaté avec la première année, puisque ça a été fait il y a un an un peu passé, qu'on était déjà à 140 000 m² à la fin de la première année. C'est-à-dire nous, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'on ait ce succès-là à la première année, puisque c'était l'année de démarrage. Et on voit bien en fait que les acteurs sont en train de s'y mettre. Parce que le fait justement de s'être engagé, d'abord il y a les DG que je vois et qui en ont fait moins, je leur dis écoute quand même, tu t'étais engagé, tu sais que tous les ans en fait on va faire le point, là on a fait Norbat chez nous, c'est le grand salon du bâtiment, tout le monde, on a mis les chiffres devant tout le monde, puis il y avait des lignes vides, bon bah ceux qui étaient en ligne vide, ils se sont sentis un peu cloche, hein, donc dans la réalité on sait que ça va fonctionner. Et puis vous voyez c'est 200 millions de travaux. Qui ont été réalisés, 200 millions de travaux. Entendez quand même cette question, ces petits sons de cloche là-dessus, ça fait qu'en fait ça monte au fur et à mesure. Donc moi je suis confiante sur le fait que, hormis des écarts politiques qui nous empêcheraient en fait demain de dire qu'il y a des obligations, on est sur la bonne voie sur ces sujets et que la mobilisation des outils financiers en fait que vous avez chez vous avec REV 3 dans notre région, ben, ils vont être de plus en plus mobilisés par des entreprises qui sont en croissance. Vous voyez, quand on travaille avec des agriculteurs, tous les ans on leur donne, pour qu'ils puissent faire leurs isolants, ben, on leur dit combien il faut faire en fait chaque année en fait de paille en fait et de ballots de paille. Quand on travaille avec les ligniers, on fait la même chose. Le métier en fait qu'on exerce, il permet de travailler en fait de la prévisibilité. Et puis je le disais tout à l'heure, il faut qu'on ordonnance une planification de la rénovation énergétique. Ça c'est un enjeu énorme si on veut demain en fait avoir des volumes et de l'industrialisation. J'ai fait un voyage d'études en Suède et un aux Pays-Bas. C'est ce qu'ils ont fait en fait et ils ont planifié la rénovation énergétique. Il y a plein de petites unités de production qui se sont mises en place et ça a permis la montée en charge des acteurs. Super. Message extrêmement positif, belle énergie, et on voit que voilà, ce matin, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment des solutions, et ce qui est intéressant, c'est à la fois ça crée de l'emploi en local, la qualité de vie des habitants s'améliore, et j'ai retenu aussi des formations économiques que plus il va y avoir de rénovation vertueuse, plus le coût va baisser et plus on pourra en faire. Donc on est vraiment dans une boucle très vertueuse. Alors, Victor, est-ce que sur le développement des énergies renouvelables, est-ce que vous êtes aussi positif? Est-ce que voilà, il y a des choses vertueuses qui s'engagent? Et comment, qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille plus vite, mieux sur cet aspect-là? Moi, je suis positif, donc là, pour le coup, sinon, il faut avancer. Je vais répondre en lien avec le financement et puis les sujets d'aujourd'hui. Bien que les technologies aujourd'hui, elles sont matures pour qu'on les développe à grande échelle. Donc ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Je pense qu'on est tous OK sur ça. Je pense que sur les éléments financiers, il y a un travail d'abord de pédagogie à faire avec les personnes qui vont mettre leur argent pour investir dans les énergies renouvelables. Et surtout, il y a un sujet, c'est qu'on ne finance pas les énergies renouvelables comme on finance d'autres opérations. Parce que les ENR, c'est du temps long. Et du coup, on devrait mettre de l'argent, si on veut financer les ENR, pour nos enfants, voire pour nos petits-enfants. Et donc, il faut que les partenaires bancaires nous fassent du financement sur 20, 25, 30 ans, un peu comme le livret A et les bailleurs sociaux qui sont surfinancés sur des très très longues durées. Pour que ça marche, les ENR, aujourd'hui, malheureusement, il faut les financer sur le temps long. Et donc, du coup, même si c'est les sujets... avec les livrets REV 3, si on reste sur du financement court terme, finalement on fragilise les investissements, on fragilise les solutions ENR. Donc moi ce que j'aimerais, c'est qu'on finance finalement les énergies renouvelables comme on finance le logement social avec le livret A, puisque le livret REV 3 il est adossé au livret A, et donc du coup de se dire ok, les investisseurs, vous voulez un financement de 20 ans, de 30 ans, et on vous accompagne sur ça. Et après, il y a la partie pédagogique, elle va aussi sur les
les techniciens bancaires, je les appelais comme ça, où finalement, c'est pas évident quand on explique qu'on veut créer une usine qui n'existe pas en France pour recycler, etc. De trouver un interlocuteur, on dit attendez, on a des experts techniques. Là, c'est difficile. Et donc, à part nous croire sur parole quand on est dans des sujets d'innovation, avec des financements, on va dire, classiques, parce qu'après, on peut aller chercher du financement, on va dire, plus business angel, mais sur du financement classique bancaire, là aussi, il y a des besoins d'avoir des supports techniques et finalement des personnes qui sont prêtes à nous faire confiance sur le fait qu'on va être apte ou capable de mener à bien le projet. Donc il y a vraiment un sujet de confiance que vous avez tous abordé. Alors peut-être qu'il y a des questions à nos 3 intervenants. Oui, monsieur. Regardez au niveau des taux et c'est beaucoup plus faible que les taux qu'on a actuellement sur des livrets classiques. Donc je suis convaincu et je comprends tout le système et la chaîne et elle est hyper positive. Mais est-ce que vous arrivez à mettre des gens en marche vers ce livret-là en ayant des taux qui sont plus faibles que les livrets normaux? Alors ça c'est peut-être une question pour moi, celle-là. Donc en fait, les produits d'épargne vert ne sont pas forcément systématiquement avec des rémunérations en dessous des autres livrets. Premier élément de réponse, ça dépend des périodes. Deuxième élément de réponse, on essaye pour accompagner la transition verte de nos clients de bonifier les crédits qui sont faits sur des sujets de transition écologique. Donc, c'est un peu la base du commerce. Quand on vend moins cher, il faut acheter moins cher. Voilà. Et puis, je crois que aussi, on a un certain nombre de clients qui adhèrent complètement à la belle histoire. Là, on a vu 2 chapitres de la belle histoire de Rêve 3. Et il y a plein d'autres chapitres. On pourrait faire une table ronde avec plein de monde. Et il y a des gens qui... Je dirais presque, quel que soit le taux, ce qu'ils veulent, c'est de la traçabilité, de la transparence et se dire, voilà, mon argent, je sais à quoi il sert et je peux, de façon même très concrète, imaginer. Voilà, je vais caricaturer un petit peu, mais je passe devant le démonstrateur, je passe à vélo, bien sûr, devant le démonstrateur. Je me dis, tiens, il y a une partie de mon épargne, elle est là-dedans. Quand on voyait les images que nous a présentées Frédéric, voilà, c'est sympa. Et les quelques centimes de rémunération que vous allez avoir en moins par rapport à la satisfaction d'avoir fait quelque chose, de contribuer au développement de la rénovation énergétique, au développement des énergies renouvelables, voilà. Oui. Les gens qui mettent de l'argent, enfin moi j'en connais qui ont mis de l'argent là-dessus, c'est une démarche engagée, clairement. Enfin, vous dites pas, tiens, j'ai regardé les taux parce que je m'en souvenais plus. Effectivement, c'est bien inférieur en fait au taux du livret A. Et en même temps, tous ceux qui font ça, ils savent que ça va chez Victor, chez moi, dans un autre endroit, dans d'autres projets de la région qui sont lisibles. C'est-à-dire que la région de France, c'est grand, mais c'est pas si grand que ça. Et quand vous savez ce que vous avez financé, quand vous avez la liste des projets financés dans votre région, c'est quand même une vraie satisfaction en fait de ressentir, de se dire qu'à tel endroit il y a une usine maintenant de pelés qui recycle des palettes et que ça va dans des chaufferies et que ça c'est hyper concret. Alors que quand vous mettez votre argent sur le livret A, vous dites bon ça fera peut-être du logement social ou je ne sais pas de quelle qualité, j'en sais rien, mais en tout cas là on a quand même des preuves du concept, des POC. Vous voyez, moi je te dis que c'est un vrai POC en fait d'avoir ça parce que c'est ici et là. Vous savez, ce que les gens aujourd'hui reprochent en fait à notre économie et à un ensemble de choses, c'est de pas voir les réalités en fait concrètes. Et là, il n'y a rien de plus concret que ce qu'on fait les uns et les autres en fait avec l'argent du livret Rêve 3. Là, il y a 2 exemples, mais il y en a plein d'autres dans cette région, enfin dans notre région. C'est très routé en fait. Nous, il y a des livrets, enfin il y a des carnets en fait de ce qui est fait en Rêve 3. Si vous tapez Rêve 3 sur LinkedIn, vous allez voir
toutes les actions REV 3 de cette région depuis plus de 10 ans. Alors avant, ça s'appelait de la TRI, en fait, la troisième révolution industrielle, puisque ça a été lancé chez nous par Jérémy Rifkin, qui a fait des choses, mais qui en a aussi beaucoup recensé. Et puis, ça a donné envie à d'autres. En fait, c'est une dynamique qui s'est mise en route, en fait, dans le territoire pour créer des projets, en fait, sur ce sujet-là. Donc, je crois que moi, il y a une dimension de la force de la réalité et de toucher en fait votre voisin pour dire c'est pas de la love money, mais c'est presque ça en fait. On est presque dans cette dynamique-là. Pardon. On est un peu dans la théorie de Weiser, le don, le contre-don. Voilà. On abandonne une partie de sa rémunération, mais on reçoit tellement de satisfaction en échange. Moi, je vais me permettre de compléter parce que moi, régulièrement, je suis face à des acteurs, des investisseurs qui ne sont pas du tout engagés sur le climat et qui vraiment, quand on leur dit investir dans la transition, ça va être un peu moins rentable, clairement, ils nous rient au nez et ils vont nous dire non, mais en fait, je ne vois pas pourquoi j'investirais chez vous. Donc il y a aussi cette réalité-là. C'est vraiment, en finance, c'est vraiment ça. Et pour moi, ce que permet de démontrer ce livret, c'est que financer la transition, c'est pas de la philanthropie non plus. On peut avoir de la rémunération qui est peut-être moindre, mais on a une forme de rémunération pour les épargnants qui est possible. Donc la question, c'est pourquoi ça coûte plus cher ? Pourquoi ça rémunère moins que de financer les énergies fossiles ? C'est ça qui est injuste en fait, c'est ça qui ne devrait pas exister. Et donc la solution finalement, c'est de faire payer le coût écologique, le coût social, le coût pour les territoires de ces entreprises qui dénaturent, qui ont un impact. Et il y a une vraie réflexion à avoir en fait pour que les entreprises qui ont ces impacts négatifs finalement payent des taxes carbone, payent des taxes sociales davantage et que ce soit intégré dans leur bilan, dans leur compte de résultats. Et notamment des travaux avec l'Agence nationale de comptabilité essayent vraiment de creuser ces sujets-là pour que, à la fin des fins, financer la transition, ça soit plus rentable que financer les énergies fossiles. J'aimerais rebondir là-dessus et donc ma question s'adresse à Valérie et Clémence aussi. Est-ce que, étant donné que en fait, le risque climat, en fin de compte, est un risque financier qui va forcément impacter les rendements à long terme, est-ce que ça, c'est pas plutôt une optique de court terme, alors qu'au long terme, les investissements verts seront forcément plus rentables ? Alors oui, mais qui aujourd'hui dans la salle est prêt à épargner sur un horizon de 50 ans ? Et de se dire je vais placer mon épargne sur 50 ans. Même nous, en tant qu'épargnants, on n'y arrive pas. Et donc je pense pas qu'on peut demander à des investisseurs forcément en tout cas tous les investisseurs, quand ils vont épargner, quand ils vont investir, de forcément avoir cette vision long terme. Les seuls qui le font, c'est les assureurs, puisqu'eux, ils ont un objectif d'investissement long terme. Ça va être les caisses de retraite. Aux États-Unis, les fonds de pension qui vont gérer l'argent sur le très long terme vont le faire. Et donc, eux, ils ont vraiment en ligne de mire ces risques climatiques et ils les intègrent. Mais tous les investisseurs court terme, il y en a beaucoup. Il y a énormément de personnes qui sont là pour dire « moi, j'ai de l'argent, je veux que dans 5 ans, il y ait eu un rendement le maximum possible. Je peux prendre des risques, mais je veux un rendement rapide. » Eh bien, ça aussi, ça fait partie des enjeux et peut-être que la réglementation doit aussi intervenir à ce moment-là, se dire il faut que tous les rendements court terme, finalement, tous les investisseurs qui veulent des rendements court terme intègrent ces enjeux et payent, encore une fois, il faut qu'ils payent les dégâts qu'ils infligent au climat, à l'environnement et sur les aspects sociaux. Ça passera forcément par une incitation forte du régulateur, comme vous disiez, sur la comptabilité. Voilà. On ne peut pas demander aux gens de se projeter sur 50 ans. On n'y arrive pas. Psychologiquement, on n'y arrive pas. Oui, bonsoir. Je voulais juste déjà faire j'ai 2 remarques en fait. Une petite remarque en réaction à ce que vous avez dit, Clémence, à propos de la pédagogie sur le circuit de l'argent. Alors en fait, il y a 2 choses qu'il faut savoir. C'est la Banque de France est très militante là-dessus. Ils mènent beaucoup d'actions sur le terrain, y compris dans les lycées et collèges, de formation auprès des collégiens et lycéens sur qu'est-ce que c'est que l'économie, la monnaie, le circuit de l'argent, etc.
Et puis le crédit coopératif est particulièrement actif là-dessus, puisqu'il ne rate pas une seule occasion de faire une description assez précise de à quoi sert l'argent des gens qui déposent leur argent à la banque. Je suis client au crédit coopératif, donc j'ai l'occasion d'être abreuvé de ces informations qui sont fort intéressantes. Alors toujours sur le domaine de la stratégie, ça c'est ma deuxième remarque. Alors c'est un petit peu lié à mon métier, puisque depuis plus de 30 ans, mon métier c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'optimisation de ressources dans les entreprises. Ce dont on se rend compte, c'est que le critère de performance des entreprises, traditionnellement, c'est quasiment 99 fois sur 100 un critère financier. On veut gagner plus d'argent ou en dépenser moins. Voilà. Un petit message d'espoir quand même, c'est que dans nous, ce qu'on fait pour les entreprises, depuis les années 2000, on va dire, de plus en plus, on voit arriver le critère environnemental quand même dans les soucis. Alors, c'est pas que les entreprises deviennent particulièrement vertueuses, mais on se rend compte que déjà, elles ont besoin de montrer leur face verte quand même, et ça, c'est bon pour elles. Et on se rend compte que très souvent, optimiser ces ressources, ça conduit à une économie financière, mais ça conduit aussi très souvent à être plus vertueux sur le plan environnemental. Donc il y a un travail à faire lorsqu'on finance, je pense, les entreprises, c'est de les sensibiliser à ça. C'est-à-dire que très souvent, les entreprises aujourd'hui, elles sont à un certain niveau de performance économique, un certain niveau de performance environnementale, mais en restant au même niveau de performance économique, ils pourraient être bien plus performants sur le plan environnemental. Et voire même, ils pourraient être à la fois plus performants et sur le plan environnemental et sur le plan économique. Voilà. Les deux, parce que l'un et l'autre s'enrichissent, économique, environnemental. Voilà. Ils ne vont pas toujours dans le même sens, malheureusement, mais ils vont souvent dans le même sens. Voilà. Sur cette question de quel levier il faut un peu toucher, notamment au niveau des dirigeants d'entreprise, depuis 10 ans maintenant, j'en ai vu aussi quelques-uns. Ce critère environnemental, moi j'y crois énormément. Vraiment, je vais dans votre sens. Par contre, il y a encore énormément de dirigeants et de dirigeantes d'entreprise, on en a heureusement quelques-unes, qui ne sont pas sensibles à ce discours-là. Et ils ont peut-être du mal à passer ce cap du critère environnemental-là. D'où aussi le fait de le ramener à un critère économique qui parle à tout le monde. Et en fait, quand on s'adresse aux dirigeants, mais même à toute la population, on doit adapter aussi notre discours. Ça, c'est vraiment important. Certes, pour certains, ce discours environnement, engagement, partage de valeurs, communauté, ça leur parle. Pour d'autres, et c'est le même sujet quand on disait est-ce que j'investis à court terme ou à long terme, hein, est-ce que j'investis pour moi ou est-ce que j'investis pour la communauté, et vraiment, il faut réussir, c'est ça le challenge aussi qu'on a, c'est de réussir à parler leur langage et de réussir à les convaincre avec leurs arguments. C'est ça le plus dur. Oui, et puis aller sur des choses très concrètes. Enfin, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, la transition avec tous les grands mots qu'on utilise, ça se traduit comment, en fait, dans quel secteur et quelle chose doit être faite. Parce qu'il faut décliner et il faut le faire. Il faut mettre des plans d'action et il faut les mettre en œuvre. Et nous, on le voit dans le bâtiment, quand vous commencez à discuter avec eux, si vous n'êtes pas hyper concret, c'est quoi en fait? Vous formez qui? Vous formez comment? Qu'est-ce que vous proposez comme action? En fait, c'est ça le jeu. En fait, vous voyez, derrière Bâticité, il y a action de formation, méthode, qui on fait, quel projet on fait derrière, en fait, comment on l'accompagne, qu'est-ce qu'on met dans ce projet pour que ça se fasse. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on outille les systèmes. Moi, je dis, arrêtons d'en parler. Moi, je ne fais pas en fait de fresque du climat et de tous ces trucs-là. Je refuse. Je veux dire un truc, je trouve ça super, hein. Mais derrière la fresque du climat, on voit un tas de gens qui ressortent paniqués et qui font rien. Et moi, j'en ai ras-le-bol de ça. Au CD2E, j'ai dit à mes collaborateurs qui voulaient se former à ça, j'ai dit, écoutez, nous, on a Bâticité, et à la fin, on demande aux gens quel projet, en fait, ils font. Quel projet, en fait, dans telle collectivité on fait? Quelle action on fait avec quel bailleur? Quelle entreprise on accompagne pour faire quoi? Sinon, c'est du blabla. Moi, vous êtes adhérent au CD2E, si l'année d'après, vous n'avez pas fait des trucs, vous n'envisagez pas d'en faire, vous ne voulez pas former vos collaborateurs, je ne vais même pas vous rechercher. On a peut-être besoin d'argent pour fonctionner, mais on n'est pas là pour faire du greenwashing. C'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Là, on ne voulait pas parler de gaz à effet de serre, de tonnes de CO2.
d'avoir des super trucs important. super C'est super concrets. important de se dire que y a mon administrateur qui me dit Frédéric, tu as une marque. Et la marque, je la donne pas en fait aux gens qui sont chez moi comme ça, parce qu'elle a 20 ans. Elle existe dans mon territoire et il faut la mettre en œuvre. L'action, il faut la mettre en œuvre. Arrêtons d'en parler. Enfin, moi, je suis vraiment dans la dynamique de faut arrêter d'en parler. Victor, c'est un acteur en fait de l'action. En fait, et c'est facile de faire. En fait, objectivement, quand on se dit tiens, je vais le faire, quel acte je peux faire? Mais un acte à impact, hein, pas un acte se dire je vais faire, je sais pas, je vais faire un mur en bois en fait dans ma construction. C'est combien tu m'en fais? Tu m'en mets pour combien, madame? Ben moi, en fait, tu m'en mets pour 10%, 20%, 40% en fait. Et tu t'appelles Vilogia et tu t'appelles Bouygues. Vous voyez, c'est tous ces acteurs-là qu'on est allé séduire en fait pour agir. Mais parce qu'on leur a dit voilà les méthodes qu'on vous propose. Il faut qu'on soit concret. Moi, chez moi, il y a des archis, il y a des gens qui sortent de bureaux d'études. Il y a, moi, je dirige une entreprise de construction. Celui qui est directeur adjoint, il avait une entreprise de panneaux photovoltaïques. On est tous des pros du métier. Et en fait, on s'est formé, et on est capable d'accompagner des gens pour le faire. Et je pense que dans tous les domaines, il faudrait des gens. Nous, je vous ai dit, moi, j'ai mon créneau, en fait, et je le garde, parce que justement, on a des pros dans le domaine. On ne cherche plus à tout faire. En fait, comme était le CD2E d'il y a 20 ans, on a choisi un créneau. Et sur ces sujets-là, je pense qu'il faut des acteurs qualifiés pour faire le job et qui vont accompagner les filières. C'est pour ça qu'on est une association, parce que sinon on pourrait être un cabinet de consultants, on va le dire comme ça. On a une dimension publique, vous voyez, on mutualise les choses. Voilà. Mais j'affirme aujourd'hui que c'est vraiment par l'acte concret et dire qu'est-ce qu'on fait. Tous ceux que vous rencontrez. Et puis je crois qu'il y a une chose aussi qui va faire bouger les choses. On parlait tout à l'heure de l'engagement financier, de dire on va aller là-dessus, etc. On sait que les dispositifs, bon tant pis il est tombé, on sait que les dispositifs peut-être d'État vont peut-être infléchir en fait sur la transition. On a l'idée quand même que ça pourrait être le cas. Moi je crois quand même que par exemple l'adaptation au changement climatique et l'assurantiel, les assureurs ils vont pas infléchir la transition parce que l'adaptation au changement climatique elle est là. Demain, en fait, on a des bâtiments qui vont être de mauvaise qualité et qui vont effectivement pas supporter ça. Ben, il va falloir les adapter ou alors en fait, ils vont être dépréciés dans les bilans. Vous le savez, en fait. Hein. Toutes les banques, moi j'ai plein de banques qui sont chez moi adhérentes. D'ailleurs, vous l'êtes depuis peu, mais vous l'êtes. Et vous savez que vous allez devoir déprécier en fait, des taux. En fait, vous n'allez pas prêter de la même manière à ceux qui n'auront pas fait leurs travaux. On va avoir des endroits complets où ça va mal se passer. On aura des endroits où ils ne seront plus assurés ou assurables. C'est ce qu'ils vont venir nous dire. Nous, on fait une plénière le 4 juillet sur ce sujet. Ils vont venir nous raconter que le monde de demain, il n'est pas assurable ou assurable très très cher. Bah ça va motiver un certain nombre d'acteurs à agir sur les sujets, en tout cas sur lesquels nous on travaille. Je ne dis pas qu'on est ravis que le monde de demain soit pas bon, mais on est ravis qu'il y a des incitations aussi financières. Elles viennent pas forcément en fait, elles viendront plus toutes peut-être de l'État en fait par les règles. On le sait, mais elles viendront d'autres acteurs qui vont déprécier les actifs, en fait, et ça, c'est vrai que les souhaitable. assureurs, voilà. Clémence le disait, ont aussi un grand rôle à jouer. Alors, vous voyez, il y a des gens super dans les Hauts-de-France, mais on est le Crédit Coopératif présent dans toute la France, et je vous assure qu'il y a des gens aussi super dans les autres régions qui font aussi des choses. Ah ben j'en ai d'autres. Moi, j'ai des collègues partout. Hein. J'ai des collègues partout. Le réseau dans lequel on est s'appelle le réseau bâtiment durable. Il est piloté par Philippe Pelletier, et vous en avez à Paris, il s'appelle Ecopolis. Enfin, il y en a dans tout le territoire français. Voilà, parce que je pense que vous venez de différentes régions, donc il se passe des choses super sur l'ensemble de vos territoires et il y a des potentiels partout. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, là, je n'ai pas le droit de dire est-ce qu'il y a une dernière question. Donc, Donc un grand merci à tous les trois, Frédéric, Victor et Clémence, pour votre punch, votre positive attitude.